Très bien. Alors, donc, comme je viens de le dire, donc, nous allons aborder les deux dernières parties du cours, le Spark Streaming et on va essayer de voir Spark Streaming et MLI. Juste à titre de rappel, donc, par rapport aux différents composants proposés par l'écosystème Apache Spark. Donc ici, au-dessus du corps Apache Spark, dont on a parlé de RDD, de la structure fondamentale sur laquelle repose Spark, on dispose de plusieurs bibliothèques greffées en dessus qui sont utilisées pour répondre à n'importe quel problème de traitement de données volumineuses, bien sûr. Donc, la dernière séance, on a vu Spark SQL. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir des scénarios de Spark Streaming et MLlib. Graphics, oui, il est l'une des bibliothèques proposées par Apache Spark, mais il n'est plus, de nos jours, il n'est plus utilisé ou il permet de traiter des données, les données sous forme de graphes. On va se focaliser maintenant sur Spark Streaming. Donc, comme son nom l'indique, on va l'utiliser pour faire du streaming. Du streaming de n'importe quelle source de données qui peut être Twitter, Kafka ou autre. Donc, le système de streaming est proposé par Apache Spark. Donc, il récupère les données brutes. Par la suite, la première étape, c'est qu'il va découper découper les données en des petits batchs. Donc, on va les données, ils ne seront pas traitées d'une manière, sous forme de lot de données, mais le moteur Apache Spark, il va essayer de les décortiquer ou les découper en un ensemble euh, de petits blocs, des batchs, qu'on l'appelle des batchs, qui va les transférer au moteur Spark pour faire n'importe quel traitement. Bien sûr, ils seront diffusés aux différents worker nodes qu'on dispose dans notre architecture. Par rapport au traitement, qu'est-ce qu'on fait? Donc, juste avant tout, je vais voir l'année à partir, quelles sont les sources qu'on peut utiliser pour récupérer les données en temps réel. Maintenant, on parle du temps réel. On peut récupérer les données à partir de Kafka, de Flume, à partir de HDFS, Kinesis, ou Twitter, n'importe quelle source de données. On peut utiliser Spark pour récupérer en temps réel les données. Une fois les données récupérées, on peut faire du traitement, et là, on va les stocker dans HDFS, dans des bases de données, ou elle créer des dashboards qui contiennent plusieurs visualisations. Et c'est en général par rapport Spark Streaming, c'est quoi réellement? Notez que c'est un outil qui permet de récupérer des données en temps réel et qu'on peut par la suite faire l'analyse kiff-kiff de ces données récupérées kiff-kiff en temps réel. Vous voyez, tout ceci, c'est en un seul notebook, pas comme les autres. Ça vous rappelle peut-être un outil qu'on a utilisé au niveau de la première version, la première période, la première partie du cours, pour récupérer des données. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a utilisé pour récupérer des données et les stocker dans Hadoop, dans HDFS? Est-ce que vous vous rappelez ou pas? Hive, madame. Donc, non, non, Flume, en fait, c'est un autre outil qui permet de récupérer des données et les stocker dans HDFS. Peut-être ça vous ne concerne pas. On n'a pas fait Flume, est-ce ou pas? Menel, Non, est-ce que tu peux me rappeler? non, Ah, d'accord. Donc, c'était pour les étudiants du premier semestre. OK, pas de souci. Donc, l'ANFLOOM, c'est un autre outil aussi qui permet de récupérer des données, mais pas en temps réel. C'est pas la même chose
offerte par Spark. Spark est beaucoup plus puissant au niveau de la récupération automatique des données. Donc, le Spark Driver va permettre de démarrer ce streaming. Par la suite, bien sûr, en identifiant la source à partir de laquelle on va récupérer les données, ce soit Kafka, Twitter ou autre. Donc, au niveau des workers, l'exécuteur qui va réaliser la tâche, il va recevoir les données, faire le traitement bien sûr sous la surveillance du Spark Driver et par la suite, soit on va les transférer dans des bases de données, dans des dashboards ou autres. Et bien, en général, la démarche proposée par l'API Spark Streaming. Il y a un mot-clé lorsqu'on parle de streaming dans Apache Spark, il y a un mot-clé qui est le dstream. C'est Discretized Stream. C'est quoi ce dstream? En fait, c'est une séquence continue de RDD. C'est un flux de données en entrée. Lorsqu'on va récupérer les données elles seront enregistrées, entre guillemets, ou stockées dans ce qu'on appelle le dstream. Le dstream, il va nous permettre, son contenu, c'est les données qu'on est en train de les récupérer à un instant donné. Donc, c'est une séquence continue de RDD. La séquence diffère de temps. Là, par exemple, on va récupérer les données du temps 0 jusqu'à temps 1. On va récupérer par la suite, puisque c'est du streaming, on est en train de récupérer des données au fur et à mesure au fur et à mesure du temps, au fil des temps. Les données vont changer ou on va récupérer plus de données. On a un autre RDD, temps 1 jusqu'à temps 2. Donc, le dstream, c'est cette séquence continue de RDD, de données récupérées à partir de la source indiquée. Donc, le mot-clé par rapport à Spark Streaming, c'est le dstream, Discretized Streams. C'est le flux de données qui sera représenté par Spark Streaming. C'est une séquence continue de RDD. L'année, en fait, bien sûr, il est initialisé avec une durée, ce dstream. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Notre objectif, c'est qu'on va récupérer ou faire du streaming par rapport à une thématique bien déterminée, à partir d'une source kiff-kiff bien déterminée. Qu'est-ce qu'on va faire à ces données? Qu'est-ce qu'on va faire à ces données? On va Traiter ou les bien traiter. stocker. Oh. Voilà, donc traiter ou bien les stocker, mais généralement, les traiter avant de les stocker ou stocker le résultat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? هذايا notre dstream. Nous allons maintenant appliquer une transformation ou bien une action. En général, une opération. اللي هما les transformations et les actions. C'est quoi la partie, ce composant de dstream? Qu'est-ce qu'on a dit ici? C'est un RDD. Qu'est-ce qu'on peut appliquer sur un RDD? Soit une transformation, soit une action. L'opération flatmap, par exemple, qui va nous compter le nombre de mots, par exemple, que contient ce RDD, elle va être appliquée sur toutes les parties du dstream, qui sont les RDD. Le dstream, il est composé de plusieurs RDD. C'est une séquence continue de RDD. Donc, cette opération, elle va être appliquée sur tous les RDD qui composent le dstream. Et ils vont bien sûr nous retourner de nouvelles RDD. Voilà, de nouveaux plutôt RDD. Mais on dispose aussi de window operation. Qu'est-ce qu'on veut dire par window operation? Peut-être cette figure est très parlante. Notre objectif, c'est pas de faire l'opération, qui est une transformation ou une action sur un RDD. Mais je souhaite avoir
je souhaite appliquer la transformation sur un ensemble RDD du temps 3 vers temps 5 مثلًا والا du temps 1 vers temps 3. Donc l'année, je vais appliquer une opération sur un window, معناها fenêtre de un ensemble de RDD et du coup, le résultat ne va pas être la même chose que, démontré ici. معناها c'est pas, le résultat, c'est pas un RDD pour chaque RDD déjà récupéré, mais plutôt un RDD pour une fenêtre de RDD déjà existant. D'accord? Donc هنا فما la possibilité, cette possibilité existe pour le streaming. Les différentes opérations, donc on peut réaliser kiff kiff, donc c'est similaire au RDD, donc c'est des opérations de transformation ou bien des opérations de sortie qui seront les actions. Réellement, on est en train de manipuler des RDD puisque on vient de dire que le dstream هذايا, le flux de données qu'on est en train de récupérer, ce n'est autre qu'un ensemble de RDD, une séquence de RDD. La différence est qu'elle est initialisée avec une durée. Donc on va passer directement le scénario de test. Donc ce scénario, donc لهنا scénario هذايا je vais vous uploader les différents notebooks. On va traiter une thématique bien déterminée. On va essayer de récupérer en temps réel, à partir de Twitter, les tweets qui portent sur cette thématique, qui contiennent les mots هاذوما, les mots-clés Roma, Real Madrid, ainsi de suite. Donc لهنا on dispose de 2 fichiers. Le fichier tweetread.py qui va se connecter à Twitter et en spécifiant هاذوما les credentials qui vont nous permettre de récupérer les tweets. وهذايا c'est le champ lexical qu'on souhaite récupérer. معناها n'importe quel tweet on trouve les mots هاذوما, les mots-clés هاذوما, on va les récupérer. Donc هذايا le fichier qui va nous permettre de récupérer, de faire le streaming. من بعد on va lancer le streaming à partir de ce fichier et on va récupérer et on va splitter. Donc من بعد on va voir qu'on souhaite voir le nombre de tags qui correspondent à ces tweets. Et là, j'ai déjà une petite séquence enregistrée pour voir comment lancer ce petit scénario. Donc on doit tout d'abord lancer le fichier tweetread.py. Et nous allons ici lancer le streaming. Donc notez que لهنا on est en train, lors de la récupération des différents tweets, on est en train d'enregistrer dans une table temporaire. C'est du SQL. On est en train de faire du streaming plus Spark SQL. Donc لهنا on est en train d'apporter Spark Streaming et le Spark Context, le point d'entrée de n'importe quelle application Spark, plus le SQL Context. Tout est dans le même notebook. Et c'est l'un des avantages d'utilisation de Spark. Voilà, donc notez لهنا, c'est bon, il a commencé à faire le streaming. Par exemple, on a indiqué dans le champ lexical, mais si مثلا il va récupérer donc tous les tweets qui correspondent à ce champ. Et c'est en temps réel. Donc il est en train de récupérer en temps réel. Notre objectif, c'est qu'on souhaite avoir les tags qui correspondent à ces tweets, lequel
lesquels les tags les plus utilisés. Les hashtags plutôt, مش tags, les hashtags. Donc, on affiche puisqu'on enregistre dans la table, on va essayer d'afficher. Le streaming, il est en parallèle, hein, قاعد يمشي en parallèle. On peut pas le stopper. Donc هاذوما les tags, les hashtags معناها UCL 6 ولا 2 il contient la récupération. Il poursuit, la récupération des données. Vous allez voir بعد que le résultat, que le nombre le nombre des hashtags, il va changer. Voilà, هنا عملنا un petit affichage par rapport aux hashtags récupérés qui correspondent au champ lexical mentionné. هدايا par exemple le plus utilisé maintenant. On this day par exemple, c'est un hashtag. ECL, OTD, بعد la ligue أدرى شنو. Donc هاذوما les plus utilisés. Par la suite, on va essayer d'avancer petit à petit. On va voir que ce résultat, il va changer au fur et à mesure parce qu'on est en train de récupérer en temps réel les données, on est en train d'analyser et du coup, le résultat va changer. Je vais peut-être avancer. Ah OK, il Tu as a avancé. changé. Oui. C'est pas la même chose. Parce que les données sont en train d'être récupérées, enregistrées, fait que table temporaire et par la suite traitées et on a un autre affichage. Donc c'est ça en fait, c'est ça l'intérêt d'utiliser Spark dans ce contexte. Dans un même notebook, on a rien rajouté ici. Tout existe. Donc نفس الحكاية. On poursuit le streaming. كيف كيف. Il a changé une autre fois. Alors, كيف كيف une autre fois. Donc لهنا au niveau de la dernière cellule, avant de stopper le streaming, juste pour vous démontrer le résultat. كيف كيف لهنا تبدل complètement. Voilà, donc لهنا qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici? Les tags. Les ترتيب. tags, oui, les tags, mais في كيما l'analyse sentimentale معناها il nous affiche le tag voilà les tags les plus utilisés, mais avec معناها des words, des mots écrits معناها les tags, chaque tag selon tout dépend du nombre de fois il est utilisé ou il a été mentionné au niveau des différentes huit. معناها on peut utiliser cette figure والا البار تشارت الفوقاني. Bien sûr هدايا زادة il aura la possibilité de changer tout en récupérant d'autres données. Donc vous aurez la possibilité de faire de modifier le champ lexical, oui, le champ lexical هذايا et faire n'importe quel autre champ lexical, ce que vous souhaitez avoir par rapport à cette, par rapport à Spark Streaming. كيف كيف donc je viens de dire que je vais vous mettre les 2 notebooks pour faire le test.
Qu'est-ce qui reste? Donc, on va parler un petit peu de MLI. Qu'est-ce que ça veut dire MLI? Donc, snarja. Donc, MLI, c'est Machine Learning Library. Donc, c'est la librairie proposée par Apache Spark qui va nous permettre de traiter ou de faire appel à des algorithmes de machine learning. Kif dans le même notebook. Le notebook qu'on était en train de voir par rapport à tweets, j'aurai la possibilité de rajouter d'autres cellules pour prédire les tweets, voilà, le tag, voilà, le hashtag, le plus utilisé dans un mois ou à la autre. Juste un petit aperçu par rapport à la librairie machine learning. Donc, le site officiel, bien sûr, de Spark, d'Apache Spark. Donc, vous aurez la possibilité de découvrir les algorithmes qui sont implémentés ici et que vous aurez la possibilité d'utiliser directement dans vos notebooks. Donc, vous allez trouver, par exemple, في الكلاسيفيكاسيون عندنا logistic regression, decision tree, random forest, aussi qui se base sur le gradient boosting, le SVM, naive bias. Pratiquement, il y en a plusieurs algorithmes, les algorithmes de régression linéaire, decision tree, random forest, pratiquement la totalité des algorithmes que vous connaissez fait partie machine learning. C'est par rapport à la partie MLI. Donc, là, le clustering, le K-means, le LDA, le Gaussian Mixture Model, plusieurs algorithmes sont proposés. On dispose ici de notebooks. Donc, on a une petite classification, on a régression. Donc, à partir de ce fichier, notre source, c'est un fichier bank.csv. Une petite exploration de ces données. Donc, on va retrouver que on dispose des données relatives aux clients d'une banque. Notre objectif ici, c'est de prédire si un client sera dépositaire ou non. Allez, on va prédire cette queue-là. Est-ce que c'est supervisé ou non supervisé? Supervisé, normalement. Pourquoi? Parce qu'on a la dernière colonne à prédire qui est déposée. D'accord. C'est tout à fait ça. Donc, juste à titre indicatif, mais normalement, cette information, vous le savez. Donc, approche supervisée, c'est que la cible, notre objectif existe parmi nos données. Notre objectif ici, c'est de prédire si le client sera dépositaire ou bien non dépositaire. Donc, cette colonne, elle existe parmi nos données. Donc, c'est un problème supervisé. Si, par le contraire, maintenant, le cas contraire, si l'information qu'on va chercher n'existe pas parmi nos données, donc on parle d'approche non supervisée. Par exemple, le nombre si on est en traitement d'image, le nombre d'objets dans une image bien déterminée. Voilà, le nombre de régions, on ne sait pas. Le nombre de classes dans cette image, dans un ensemble de données bien déterminé. On ne sait pas l'information, on ne connaît pas cette information, donc c'est une approche non supervisée. Dans l'approche supervisée, on parle de deux types, classification et la régression. C'est quoi la différence lorsqu'on parle de classification? Classification par groupe, la régression, on va déterminer une valeur approximative. Voilà, la régression, c'est vous allez prédire quelque chose Estimer de une valeur, continu, oui. une valeur continue. Par contre, pour la classification, notre output, c'est discret, soit 0, soit 1, soit une maladie tumorale ou bien non tumorale.
La maladie, elle est tumorale ou bien non. C'est une classe, oui ou bien non. Mâle ou bien female. Donc c'est des classes. Madame, Oui. mais, quand est-ce qu'on doit spécifier le format du fichier lorsqu'on va faire le load, comme dans la deuxième ligne? Ah, c'est pas c'est propre à ce fichier, non. C'est pas toujours obligatoire. Non, D'accord. c'est pas toujours obligatoire. Mais donc je rappelle que par rapport à ce fichier, notre objectif, c'est purement de la classification. Donc on doit choisir l'un des algorithmes de classification pour prédire si un client sera dépositaire ou bien non, en se basant sur les données qu'il dispose. Aussi, par rapport que propose la bibliothèque MLI, aussi la partie feature engineering, tout ce qui est extraction, transformation ou sélection des variables les plus pertinentes, مثلا, ou la réduction des dimensions ACP, ou ce qui est one hot encoder, ou one hot encoder, شنو آخر هو معاه standard scaler ou normalizer. Et donc, pourquoi faire one hot encoder, par exemple, vous le savez, la Changer les partie variables encodage des catégorielles données. en variables quantitatives. Oui. Tout à fait. On va changer les variables catégoriques en variables numériques parce qu'on ne peut pas traiter des variables catégoriques. On est à chaîne de caractères qualitatifs. On va les changer en variables quantitatives. Donc, ils sont pris en charge en partie MLI dans cette bibliothèque. Print schema pour voir la structure. On va essayer de spécifier les colonnes qu'on va utiliser. C'est une exploration des données pour voir si on a une valeur aberrante ou des valeurs aberrantes. Et du coup, si on dispose, on doit normaliser nos données. Là, on a une partie pour l'encodage. On a utilisé le one hot encoder. Et بعد une visualisation. Donc هنا on a splitting donc des données. On a choisi 80-20 pour des données test ou les données train et test. Et ici, on va importer à partir de ml.classification, on va importer l'algorithme de régression logistique qu'on va appliquer. Donc, on fait le fitting, prédiction et label. Donc, là, on a une comparaison entre ce qui est vrai et ce qu'on vient de prédire. Et par la suite, on va maintenant évaluer. Donc, on dispose aussi de plusieurs métriques d'évaluation. Ici, on a choisi l'accuracy et on a 65% d'accuracy. Est-ce que notre algorithme est performant? Si on Non. parle de 65% de précision. Donc, non. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit essayer de faire appel à d'autres algorithmes de classification et calculer de nouveau l'accuracy et voir ce qui nous donne, quel algorithme il nous donne la meilleure précision. Et juste à titre indicatif pour dire que l'objectif, c'est pas d'avoir un algorithme performant à 90%, mais juste pour dire que on peut utiliser les algorithmes de machine learning avec Spark, qui est proposé par la bibliothèque PySpark. Le deuxième exemple, on va parler de régression et du coup, régression, donc on va prédire une valeur continue. On va ici utiliser un fichier boston.csv qui contient les prix ou les informations des maisons dans cette ville. Notre objectif, c'est de prédire le prix d'une maison donnée en se basant sur
les différentes informations telles que le taux de crime par ville, proportion de la zone résidentielle, ainsi de suite. Et donc, les données dont on dispose. Donc, on va prédire les valeurs de ces maisons. Donc, kiff, print schema. Là, on va voir si on dispose de valeurs aberrantes ou pas, une petite visualisation ou l'exploration des données. Cette figure pour nous démontrer s'il y a des corrélations entre les variables. Pourquoi faire? Éliminer les variables qui ne sont pas bien corrélées, Oui. qui n'ont Oui. pas d'influence sur Tout la à valeur fait, tout à fait. Tout à fait, c'est justement ça. Donc, on affiche cette matrice, scatter matrix. Quoi d'autre? On va sélectionner donc les colonnes dont on souhaite travailler avec. Et il y a notre variable aussi. Splitting, donc 70, 30%. Et ici, on va importer linear regression, régression linéaire. On va calculer les RMSE ou le R au carré. On va prédire ceci nous permet d'afficher en fait l'importance des features. C'est est-ce que les features qu'on a choisis sont pertinents ou bien non. Et voilà, donc l'année, on n'a pas choisi l'accuracy, mais on a choisi le R au carré et le root mean squared error, de plusieurs autres, pour dire que PySpark qui propose la bibliothèque MLlib, elle fait appel à plusieurs métriques d'évaluation de performance des algorithmes de machine learning dont elle dispose. Et sachez que la bibliothèque, elle est au fur et à mesure de construction. À chaque fois qu'il y en a un autre algorithme, un nouvel algorithme, on peut l'intégrer dans cette bibliothèque. Et voilà, donc kiff, je vais vous uploader ces notebooks dans vos classrooms pour les tester. Oui. Madame, lorsqu'on utilise la métrique de carré et qu'on a le résultat, par exemple, 4,37, en bas, oui. Lorsqu'on a le R carré, ici c'est en fonction du pourcentage. Donc, lorsqu'on a 72%, ça veut dire que c'est pas mal. Pas mal quand même. C'est pas mal, oui, c'est pas mal, mais on peut peut-être avec un autre algorithme, on peut faire mieux. Oui, bien sûr. Donc, c'est pour cette raison qu'initialement, on peut pas se décider de quel algorithme choisir, mais il faut tester plusieurs algorithmes et essayer de voir les différences au niveau des différentes métriques. Vous êtes ne pas tenter une seule métrique, mais il faut essayer de voir plusieurs métriques à la fois. D'accord, madame. Voilà, donc, on a terminé. Donc, vous n'aurez plus de travail à rendre. Ça y est, on a terminé avec les ateliers. On a terminé le programme en entier. Pour la prochaine séance, on fera peut-être une petite révision, voilà, un QCM, pas corriger un QCM ou la autre. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on pourra faire. Des questions? Madame, juste pour l'examen, c'est un